Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de ma nouvelle série Quantique Laravel. Alors de quoi on va parler dans cette série? On va parler de comment gérer une application Laravel avec une taille un peu plus importante. On va prendre pour exemple l'application que je développe pour mon entreprise qui s'appelle Quantique Télécom. Alors qu'est-ce qu'on fait chez Quantique Télécom? On fait de la fibre optique pour entreprise et on fait également de la fibre optique pour des résidences universitaires, donc pour des étudiants. Et l'application Laravel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gère tout ce qui est les offres, les abonnements, les paiements en ligne, la facturation, la comptabilité, la gestion client. Elle gère énormément de choses. Donc dans cette première vidéo, je voudrais vous introduire à quelques petits outils qui permettent de un petit peu voir à quoi ressemble votre application Laravel, quels sont les points négatifs de votre application, qu'est-ce qui a amélioré, etc. Donc pourquoi j'insiste là-dessus dans la première vidéo? Parce que cette série, elle ne va pas être pour tout le monde. Mon application Laravel, ce n'est pas l'application de tout le monde. Et d'ailleurs, il y a des applications plus petites. Si vous faites un blog, ce sera une application beaucoup plus petite et vous n'aurez pas les mêmes problèmes, vous n'aurez pas les mêmes besoins. Et c'est quelque chose qui est assez courant en informatique aujourd'hui, dans l'éducation en tout cas, et dans les articles de blog qu'on peut voir ou dans les vidéos qu'on peut regarder. Les gens vont vous fournir une solution un petit peu il faut que. Et ça, c'est toujours négatif. Il faut vraiment prendre du recul sur les personnes qui vous disent il faut faire ceci, parce que ce n'est pas quelque chose qui est correct. En fait, en informatique, il y a tellement de variétés, tellement d'applications différentes qu'on ne peut pas avoir une solution unique. Donc, il y aura toujours des solutions avec des avantages et des inconvénients. Il y a des solutions qui ont plus d'avantages que d'inconvénients, mais en fonction de votre projet, ça sera les solutions différentes. Si je prends un exemple, par exemple, votre blog n'aura pas les mêmes problématiques et n'aura pas les mêmes solutions. Donc, ce que je vais présenter dans cette série, ça ne s'appliquera pas forcément à votre blog parce que mon application Laravel, elle est beaucoup plus grosse que votre blog. Par contre, ce que je vais présenter dans cette série, ça ne sera pas non plus la solution ultime pour une application qui sera développée avec 150 développeurs et 100 000 lignes de code, ni pour une application qui serait exécutée sur, SpaceX pour envoyer des fusées. Donc vraiment, il y a tellement de variétés qu'on ne peut pas avoir de solution unique, et ce que je vais essayer de vous présenter ici, ça sera ma solution à mon projet, et ce sera à vous de la remettre dans votre contexte et d'essayer de voir un petit peu quel est le pour, quel est le contre, et est-ce que j'ai vraiment besoin de ça dans mon projet. Si vous appliquez tout ce que je vais dire dans cette série dans votre petit blog, vous allez tomber sur une application Laravel complètement immaintenable et qui sera beaucoup plus pourrie que si vous aviez fait juste du Laravel de base. Donc le premier outil que je voulais vous présenter, qui est un outil qui donne vraiment un bon aperçu d'un n'importe quel projet, PHP ou autre, n'importe quoi, c'est un outil qui s'appelle CLOC. Donc ça permet de compter le nombre de lignes de code d'un projet. Et ça permet de gérer vachement beaucoup de langages. Donc c'est vrai que vous pouvez l'envoyer sur n'importe quel projet, que ce soit PHP, Ruby, Python, n'importe quoi. Ça va vous permettre d'avoir un aperçu de de la grandeur de votre projet. Donc si par exemple je lance ici dans mon projet Quantique, alors je l'utilise avec VCS Git. Ça permet qu'il prenne en compte tout ce qui est exclude dans votre Gitignore. Donc dans votre Gitignore, par exemple, il y a le vendor, il y a le node modules, et du coup, il ne va pas le prendre en compte. Donc si je lance cette commande, en plus c'est écrit en C, donc c'est super rapide. On a quelques erreurs à cause de l'UTF-8, mais on a quand même un aperçu de mon projet. Donc on a 45 000 lignes de code total, 25 000 lignes de code de PHP, 10 000 lignes de JSON, c'est pas vraiment correct parce que c'est du storage qui prend en compte. 7000 lignes de blade quand même de vue, donc c'est quand même quelque chose d'important à voir. Sur ce projet-là, par exemple, j'ai 7000 lignes de vue, donc c'est peut-être une indication qu'il y a peut-être des choses à faire à ce niveau-là. 1800 lignes de SAS, donc là c'est énorme, il faudrait vraiment que je réduise là-dessus, c'est vraiment un point négatif. 2000 lignes de CSS, c'est beaucoup trop, donc peut-être en introduisant un nouveau framework ou en changeant quelque chose, en faisant du refactor, parce que c'est vraiment que c'est du CSS que j'ai copié-collé au fur et à mesure, donc ce projet-là, il a quand même plusieurs années, donc c'est du CSS qui a été copié-collé et il y a moyen peut-être de retravailler sur cette partie-là. Un peu moins de 1000 lignes de JavaScript, et ça va aller en augmentant, ça a augmenté ces derniers mois parce que JavaScript, ça permet vraiment de mettre du dynamisme dans vos pages, donc c'est vraiment quelque chose qui va augmenter et qu'il faut aussi contrôler. Donc un peu de CSS classique, du Markdown, après voilà, c'est négligeable. Mais vraiment, cet outil-là nous donne un bon aperçu de où sont les gros points. Bon, bien sûr, c'est le PHP, mais on voit ici, par exemple, qu'il y a beaucoup de vues, beaucoup de CSS, et que peut-être qu'il y a certains points où je pourrais réduire le nombre de lignes de code. Parce que la première chose dans le refactor, la première chose pour améliorer votre projet, c'est de réduire le nombre de lignes de code. Ça, c'est quelque chose d'important que je n'ai pas dit, mais le nombre de lignes de code, c'est vraiment plus il y a de lignes de code, plus il y a de bugs. Plus il y a de lignes de code, plus c'est compliqué de rentrer dans le code, plus il y a de lignes de code, moins c'est facile de rajouter des fonctionnalités. Donc vraiment, si vous pouvez supprimer des lignes de code, généralement, c'est plutôt un bon indicateur. On va essayer de simplifier les choses, d'utiliser des bibliothèques externes qui font le boulot à notre place. Voilà, essayer d'avoir quelque chose de plus clair, plus lisible.
Mais comme pour toute solution, ce n'est pas non plus la solution évidente. On pourrait tout mettre en 2 lignes de code, et peut-être que des fois, un morceau de code sera plus clair avec 10, mais ça, c'est aussi à votre jugement de savoir quand est-ce qu'il faut réduire le nombre de lignes de code et quand est-ce que je vais garder un petit peu. Et on verra ça dans les futures vidéos, quand je commencerai vraiment à faire des refactors sur certaines classes, certains objets PHP. On verra peut-être qu'à certains endroits, je dirais, là, effectivement, c'est plus long maintenant, mais c'est aussi plus lisible. Et donc, plus votre code est lisible, mieux c'est. Mais c'est vrai que voilà, quand on a 25 000 lignes de code, on a plus de chances d'avoir des bugs, on a 25 000 possibilités d'avoir des bugs, donc c'est vrai que c'est important de contrôler quand même que ça n'augmente pas trop. Voilà, ça augmente forcément avec les fonctionnalités, mais que ça n'augmente pas trop, mais garder aussi la lisibilité. C'est toujours le curseur entre nombre de lignes de code et lisibilité. Donc un autre outil que je voulais vous montrer aussi, ça s'appelle PHP Artisan Stats. Donc si on va sur leur documentation, Laravel Stats, c'est quelque chose qui est propre à Laravel. Donc là, c'est même plus propre à PHP, c'est pas que propre à PHP, c'est propre à PHP et à Laravel. Donc c'est plus du tout comme CLOC qui était un truc utilisable partout. Donc Laravel Stats, je viens de l'installer sur mon projet pour cette série, et ça donne une certaine indication en fonction des types d'objets. Donc c'est ça qui est intéressant par rapport à CLOC, c'est que Laravel Stats, il va vous séparer ça entre contrôleurs, events, mail, etc., etc. Donc si je vais sur ma console et que je tape PHP Artisan Stats, donc là c'est codé en PHP, donc c'est un petit peu plus lent. Donc il m'a analysé les choses. Alors il ne me donne pas tout à fait les mêmes nombres totaux que CLOC. Alors il y a forcément des petites subtilités à certains endroits. Là j'ai 33 000 lignes de PHP ou 10 000. Je ne sais pas trop à quoi correspondent ces chiffres. 4800 ici, je vois pas trop à quoi ça sert. Mais en fait on s'en fiche un petit peu du chiffre exact. C'est pas vraiment ce qui est important. Ce qui est important c'est de voir, comme un petit peu pour CLOC, on voyait quel est le langage qui se sépare. Donc là, par exemple, c'était le CSS que je trouvais un peu gros par rapport à mes besoins. Là, il faudrait peut-être regarder un petit peu quelles sont les classes, les types de classes qui se ressortent. Donc on voit que j'ai beaucoup de tests. PHP Unit Test, j'en ai 94, donc c'est pas mal. J'ai beaucoup de migrations. Ça peut être un problème. Mais bon, les migrations, généralement, on n'y touche pas trop, donc il y a moins de problèmes de bugs dessus. J'ai 61 modèles, c'est un peu normal. On pourrait peut-être les réduire ou, je sais pas, faire quelque chose. 58 contrôleurs, là par contre je trouve que c'est trop peu. Par exemple, les contrôleurs, c'est vraiment la gestion entière de votre application. Normalement, on doit avoir beaucoup de contrôleurs parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et pour chaque chose à faire, on devrait avoir des contrôleurs. En fait, j'ai des contrôleurs qui sont un peu trop gros d'après ça. Pourtant, j'ai que 3 méthodes par contrôleur en moyenne. Mais je pense quand même, d'après ce que je connais de mon application, je pense que mes contrôleurs sont un peu trop gros. Je pense qu'il y a certains contrôleurs qui ont beaucoup de méthodes, des gros contrôleurs qui ont grossi au fil du temps et qu'il faudrait que je regarde. Donc c'est vrai que ça ne ressort pas trop sur cet outil-là, mais ça peut être intéressant quand même de faire attention à ce point-là. Donc maintenant, on va rentrer dans un outil encore un peu plus poussé, c'est PHP Unit. Donc PHP Unit, si vous avez la chance sur votre application d'avoir des tests unitaires, et ça je vous l'encourage à fond, c'est vraiment, moi j'ai pas beaucoup de tests unitaires sur mon application, et j'ai pas beaucoup. J'en ai un certain nombre, mais je pourrais en avoir plus. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je pourrais travailler, rajouter des tests unitaires pour avoir plus de coverage sur pas mal de choses. Mais moi, ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est pas PHP Unit et les tests, c'est la fonctionnalité de Code Coverage Analysis. Donc en fait, PHP Unit, vous pouvez lui demander de faire un Code Coverage Analysis, ça vous permet d'avoir le pourcentage de coverage que vous avez sur votre application. Et c'est des choses très connues dans le monde du développement. Il faut avoir 100% de code coverage, il faut que toutes vos classes soient couvertes par des tests unitaires. C'est faux. Je ne pense pas qu'il faut que toutes vos classes soient couvertes par des tests unitaires. Les classes importantes doivent être couvertes, les chemins importants doivent être couverts, mais plus important, il faut que ce soit les fonctionnalités qu'utilise le client. En fait, vous pouvez avoir 100% de code coverage, mais la fonctionnalité qu'utilise le plus le client ne soit pas couverte. C'est possible. Parce que vous pouvez couvrir un certain chemin, puis un autre. Ça fait que ça recouvre, par contre, le chemin principal n'est pas couvert. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Il ne faut pas se focaliser sur le 100% code coverage. Ce qui m'intéresse dans l'outil de code coverage de PHP Unit, c'est qu'il donne un calcul de ce qu'ils appellent le CRAP. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, quand on lance PHP Unit, alors je ne vais pas le faire ici, parce que c'est assez long, PHP Unit à lancer. Enfin, PHP Unit tout court, c'est assez rapide. Ça prend peut-être moins d'une minute. Par contre, PHP Unit avec le code coverage, ça permet de... Alors, coverage, je crois que c'est coverage HTML coverage, comme ça. On écrit la commande comme ça. Et ça va vous générer un report dans le dossier coverage. Alors, je l'ai déjà fait. Je vais vous montrer un peu ce coverage dashboard. Donc voilà. Donc ça va vous donner un report comme ça. Et ça, c'est très, très intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas de regarder... Bon, c'est intéressant quand même de regarder le code coverage distribution. Donc, on voit que j'ai beaucoup de classes qui sont à 0%.
c'est pas bien, on va le dire clairement. Avoir 0%, ça veut dire qu'il n'y a aucun test quand même. Donc c'est quand même pas bien, mais c'est pas le principal, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'ils appellent le cyclomatic complexity. Ça montre un peu la complexité d'une méthode, la complexité d'une classe, en fonction du calcul du nombre de chemins possibles. Donc si vous avez beaucoup de conditions, des conditions imbriquées, des boucles avec des conditions intérieures, c'est ce genre de choses qui vont augmenter la complexité cyclomatique d'une classe ou d'une méthode. Et donc du coup, avec cet outil-là, on peut voir directement les classes qui sont en haut de la complexité. Donc ce qui est bien, c'est que les classes qui sont en haut sont assez bien testées. Si on voit ici, il y a package, etc., qui sont testés à 80%. On le voit ici dans l'axe des abscisses, ou je ne sais jamais dans quel sens c'est. Par contre, par exemple, ici, on voit des classes qui ont beaucoup de complexité et qui ne sont pas testées. Donc ça, c'est des classes un peu à risque. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de voir toutes les classes qui sont un peu en haut et d'essayer de faire des refactors pour les diviser en plusieurs classes. Quand il y a une classe qui a beaucoup de complexité, ça veut dire que potentiellement, il y a possibilité d'extraire plusieurs classes pour simplifier un peu le travail. Donc on a aussi les project risks. Donc là, c'est moins intéressant parce que ça prend en compte la complexité et le code coverage. Et moi, comme je vous ai dit, le code coverage, c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc, bon, c'est intéressant quand même de regarder ces classes-là. La première TextTable, c'est une classe qui n'est pas sur Packages, qui n'est pas sur Composer, mais que j'ai extrait de GitHub. Donc sur GitHub, j'ai trouvé cette classe-là, je l'ai copié-collé, mais elle n'était pas disponible sur Composer. Donc c'est un petit peu dommage. Mais voilà, c'est une classe un petit peu vieille, mais elle fait le travail. Donc je l'ai prise comme ça. Mais voilà, on peut voir un petit peu les classes qui sont à revoir ou au moins à faire attention. C'est toujours ça, de toute façon, il n'y a pas de solution unique, comme je l'ai dit au début. Il y a des classes ici qui ressortent. C'est intéressant d'aller voir ces classes-là et de savoir ce qui se passe dans ces classes-là, pourquoi elles ressortent. Est-ce que c'est juste un problème de code coverage dans ce cas-là? Est-ce que je rajoute un test? Est-ce que je trouve que c'est suffisamment testé dans ce cas-là? Ça passe à la trappe. Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas de problème de code coverage, mais il y a vraiment un problème de complexité de la classe et qu'il faudrait peut-être revoir comment c'est codé, essayer de tourner le problème dans un autre sens, essayer d'extraire des problématiques, voilà, essayer de faire quelque chose. Et c'est ça qu'on verra dans les futures vidéos, je pense. Et on a la même chose, ça c'était pour les classes, et on a la même chose pour les méthodes. Donc là, c'est la même chose, sauf que ça nous sort les méthodes. Donc, même truc, on peut regarder les méthodes qui ressortent un peu du lot. Toujours faire attention si c'est un peu que du code coverage et qu'on voit que c'est bien testé quand même. Bon, pas de souci. Par contre, s'il y a un peu de complexité, à voir. Et enfin, le dernier outil que je voulais voir dans cette vidéo, c'est PHP-MD. Alors PHP-MD pour PHP Mess Detector, c'est un petit peu la même chose que la complexité cyclomatique, sauf que il fait pas mal de choses, il ressort plus de choses, il ressort pas mal de petites astuces. Alors il ressort beaucoup de choses sur Laravel, parce que Laravel utilise beaucoup de magie, Laravel utilise beaucoup de fonctions magiques, et donc du coup c'est vrai qu'il y a pas mal d'erreurs qui relèvent, qui ne sont pas faites vraiment des erreurs. Alors on peut le lancer tout de suite sur Quantic. Du coup c'est PHP-MD. Alors vous pouvez lui donner le dossier dans lequel vous voulez chercher, donc là moi ça va être le dossier app de mon application Laravel. Le report je le veux en format texte. Là c'est tous les groupes de choses à regarder. Donc là, j'ai mis tout. Comme ça, au moins, j'ai toutes les erreurs et ensuite, c'est à moi de les filtrer. Et je redirige ça vers un phpmd.txt. Donc si je fais ça maintenant, ça va charger pendant un petit moment, parce que c'est quand même pas mal de choses. Mais ça va me ressortir les variables inutilisées, les fonctions et les classes avec plus de complexité, les fonctions trop longues, etc. Donc on va regarder tout de suite à quoi ça ressemble. Si je vais sur Sublime Text et que j'ouvre le phpmd, alors c'est un petit peu gros, mais on voit par exemple ici, avoid using static access. Alors ça c'est une règle, c'est une sorte de bonne pratique, mais qui n'est pas justifiée dans ce cas-là. Parce qu'en fait on utilise des static access avec des façades. Alors c'est un peu compliqué, mais en gros pourquoi on évite d'utiliser des static access de classe? Pourquoi c'est une erreur pour PHPMD? C'est parce que quand on utilise une classe de manière statique, on n'utilise pas l'injection de dépendance, et du coup on a des problèmes pour tester cette classe si on veut l'isoler, si on veut la remplacer à la volée lors de l'exécution du programme. Alors c'est peut-être un peu complexe, mais la solution, c'est d'utiliser les façades. En fait, les façades, ça permet d'avoir l'avantage d'un accès statique sans les inconvénients. Donc là, c'est la preuve en image que PHPMD peut des fois se tromper. Donc là, par exemple, le static access, on n'a pas besoin. Et on voit qu'il y en a pas mal quand même qui sont relevés. Même chose, par exemple, avoid using static access de la classe Carbon. La classe Carbon, si vous savez, en Laravel, c'est la classe qui permet de gérer les dates. Donc quand on fait Carbon 2.2.nao, ça nous donne la date actuelle. Mais ça ne pose pas de problème parce que c'est facilement testable
dans notre application. C'est facilement testable. Carbon, on peut lui changer, on peut lui dire « Ok, maintenant, now, c'est plus la date actuelle, c'est telle date-là, et il va retourner toujours cette date-là. » Donc, c'est facilement testable, c'est facilement écrasable. Donc, la même chose, on n'a pas besoin d'avoir cette erreur-là. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme erreur? On a des méthodes avec une cyclomatic complexity toujours trop complexe. Donc là, par exemple, cette méthode-là a une trop forte complexité cyclomatique. Donc là, trop forte, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toujours subjectif. Hein. Il y a un threshold à 10 et là, elle a 12. Donc là, c'est la même chose. Il faut profiter de ces outils, pas comme la source de la vérité. C'est jamais la source de la vérité, ces outils-là, que ce soit PHP Unit, que ce soit PHP MD, ou même CLoc, etc. Ce n'est pas la source de la vérité, c'est des indicateurs. Il faut vraiment voir ça comme des indicateurs. C'est-à-dire que je vais aller dans les futures vidéos voir Auth Controller, je vais regarder cette méthode-là et je vais regarder ce que j'en pense moi avec mon œil d'humain. Parce que c'est des outils automatisés et ils n'ont pas la vérité. Il nous donne aussi, par exemple, ici, on utilise un else expression. Donc, on peut simplifier ce genre de choses. On peut supprimer des else en mettant des early return. Donc, c'est une technique qui est assez commune, que j'utilise régulièrement. Mais voilà, il y a certains endroits où ça peut passer à la trappe. Donc, ça peut être utile. Là, on a une avoid unused local variable. Donc, ça, c'est pas mal parce que ça veut dire que cette variable-là n'est jamais utilisée. Donc, je peux la supprimer. Donc, ça, c'est la même chose. C'est assez facile à changer. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. Bon, il faudrait le simplifier un petit peu. Là, on a un npath complexity aussi, 1783. Ça a l'air d'être une classe assez compliquée. Donc, même chose, est-ce qu'on peut simplifier cette classe? Est-ce qu'on peut... Bon, comme je connais mon application, je sais que cette classe-là, je peux même la supprimer parce que c'est quelque chose que je n'ai plus besoin. Donc, c'est plutôt pratique. Mais voilà, entre guillemets, cet outil est vraiment bien. Je le trouve vraiment bien. Ça donne des bonnes idées sur où regarder et quoi améliorer dans une application. Donc voilà pour cette première vidéo de Quantique Laravel. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas fait grand chose dans cette vidéo, je vous ai présenté beaucoup d'outils. Je vous ai rabâché un petit peu plein de fois qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Hein. Prenez du recul, même sur ce que je vous dis moi. Et puis je vous donne rendez-vous très rapidement dans une prochaine vidéo, donc ce sera la semaine prochaine, où on commencera vraiment à étudier justement les reports qui ont été faits par ces outils pour voir quelle première classe on va s'attaquer et qu'est-ce qu'on va faire sur cette classe-là pour l'améliorer avec des outils de Laravel, mais également avec des outils de PHP, donc comment on va faire pour refactor un petit peu notre code.